Bonjour tout le monde, bonjour à ce premier épisode de Masterclass Go Digital. Avant de commencer, nous allons encore attendre une à deux minutes pour donner le temps aux participants d'arriver. Et après, nous allons commencer. Entre-temps, je vous invite à connaître un peu les fonctionnalités de GoToWebinar. Par exemple, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez cliquer sur la petite main. Comme ça, nous savons que vous aimeriez parler. Ça, c'est vers la fin de la session, pendant la partie Q&A. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Nous allons commencer dans quelques minutes. Désolée, mon micro. Alors, on recommence. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de vous accueillir à notre premier épisode du Masterclass Go Digital. C'est une série de webinaires organisés par la GIZ en coopération avec nous, la Chambre allemande de commerce, et c'est dans le cadre de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi. Tout d'abord, un grand merci à tous les participants d'avoir pris le temps et de nous joindre à ce webinaire. Et surtout aussi un grand merci à Monsieur Youssef Boubia de Numeric Way, qui va parler aujourd'hui des possibilités et des opportunités de l'e-commerce. Les semaines prochaines, nous allons également aborder les thématiques de Search Engine Optimization ou SEO et de l'analyse des données. Et pendant le webinaire, je vous invite, comme je disais tout à l'heure, à poser vos questions, commentaires dans le chat. Et après la présentation, il y aura une discussion, une session Q&A où nous allons répondre à vos questions. Et vous aurez également l'occasion de prendre la parole. Pour cela, je vous invite à cliquer sur la petite main, comme ça nous savons que vous aimeriez parler. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous donner une petite introduction sur l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi. C'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement allemand et est connue aussi sur la marque Invest for Jobs. Cette initiative est actuellement présente dans 7 pays partenaires en Afrique, dont aussi le Maroc. Et ici, l'initiative existe déjà depuis 2018 et est mise en place par le projet Partenariat et appui aux moyennes entreprises de la GIZ. L'objectif du projet est de travailler
directement ensemble avec les entreprises marocaines et européennes qui ont des projets d'investissement très concrets ici au Maroc ou qui cherchent de nouvelles possibilités en Allemagne. Et le but est alors de créer de l'emploi ainsi de places de formation au Maroc à travers ces investissements. Et la GIZ développe et accompagne les projets avec du conseil juridique, technique, commercial et elle donne également un appui financier pour des projets d'investissement qui portent un potentiel concret pour la création ou le maintien de l'emploi. Je vais vous envoyer un fact sheet sur cette initiative si cela vous intéresse après les webinaires. Et je vous invite également à nous contacter si vous avez des idées pour des projets que vous aimeriez faire avec nous. Et la GIZ est présente à Rabat et nous avons également créé un business desk ici au sein de la Chambre allemande. Après ces webinaires, je vais vous envoyer un email avec les prochains épisodes et les contacts de la GIZ. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite un très très bon webinaire et je passe le mot à Monsieur Boubia. Merci Isabella pour cette introduction. Merci à tous d'être là pour ce webinaire. Donc, je me présente Youssef Boubia, directeur technique de la société Numérique. Donc, on est là pour justement vous présenter le premier webinaire au niveau de l'e-commerce. Je vais commencer peut-être par partager mon écran, montrer un peu mon visage. Voilà. Donc, je vais commencer un peu par le début. Et puis, donc sur ce webinaire, on va commencer d'abord par parler un peu de pourquoi vendre d'abord en ligne et quel est l'intérêt de l'e-commerce par rapport à la distribution physique. Donc, au niveau de l'e-commerce, en fait, on a une évolution, comme vous le savez, depuis déjà quelques années, en fait, en réalité. Au niveau des possibilités en fait, des paiements électroniques et aussi de l'évolution des moyens de paiement comme Cash Plus, des paiements distants qui sont au Maroc, qui ont donné en fait, un boost à l'e-commerce et aussi bien sûr la période de confinement en fait, due à la crise de Covid-19. On a eu un boost de l'e-commerce au Maroc. Donc l'écosystème a un peu changé, on a un temps très record en fait, de 1 an. Plusieurs acteurs ont dû s'adapter à cette nouvelle problématique. Et maintenant, on est en train de voir aussi, début 2021, une évolution enfin, justement sur des sociétés qui n'avaient pas fait le pas l'année dernière, mais qui sont en train de le faire cette année. Donc, le e-commerce au Maroc est en train d'évoluer très, très vite. Je vais commencer d'abord par quelques chiffres déjà. Après, au niveau des stats, bien sûr, vous avez des stats qui datent d'avant Covid, le temps qu'on ait des stats pour l'après-Covid. Donc, au niveau des paiements électroniques, on voit d'ailleurs qu'il y a une évolution déjà des paiements électroniques qui sont un peu notre barème de tracking des transactions e-commerce, parce que ça vient de la société CMI. Et voilà, on voit très bien en fait une évolution de paiement qui a été un peu sur une courbe pas très raide, mais qui est explosée à partir de 2017. Et c'est encore plus maintenant sur les derniers chiffres, le temps qu'ils sortent bien sûr. Ici, on voit aussi que l'e-commerce au Maroc en 2018 était d'environ 3 milliards de dirhams de transactions. Les sites actuellement qui marchaient pendant cette période, c'était plus des sites de règlement de facture comme les règlements de facture d'opérateurs télécoms, régie électricité, etc. On voit aussi la partie compagnie aérienne que vous voyez ici, les services gouvernementaux avec l'introduction du paiement en ligne des impôts. Et puis voilà. Après, depuis en fait 2018, ben, je suis désolé pour ne pas avoir d'ailleurs de chiffres très à jour, mais c'est juste qu'il n'y en a pas encore. Mais en fait, depuis en fait ça, cette partie a beaucoup évolué. On est en train de voir de plus en plus la concurrence des acteurs, disons, traditionnels de l'e-commerce. Parce que là, actuellement, c'est plus le paiement en transaction en ligne, et qui sont en train de gagner en fait du terrain par rapport à ces statistiques que vous êtes en train de voir. D'ailleurs, on voit en fait un peu en termes de répartition en fait, des clients en fait, des sites e-commerce au Maroc.
Avant, en fait, c'était plus les cartes étrangères qui réalisaient des transactions sur des sites marocains, c'est-à-dire c'est principalement autour de l'artisanat, ce genre de produits un peu comme les tapis, les produits faits main, qui avaient un fort engouement à l'étranger. Et aussi, bien sûr, il reste les cartes marocaines qui totalisent environ 25% total contre 46% étrangers. Et c'est une des situations qui a évolué. Après, au niveau des paiements, enfin de la population Internet, ça c'est un peu le marché potentiel en fait, chez nous, au niveau de l'e-commerce, c'est tout simplement la population Internet. On voit aussi que la plupart des gens maintenant ont des mobiles. On voit même qu'il y a 120% par rapport à la population, c'est-à-dire qu'il y a plus de téléphones que de personnes, parce que tout simplement, il y a des gens qui ont plusieurs téléphones aussi. Mais qu'on voit aussi un taux de pénétration de 60% d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a déjà la plupart des gens. Vous voyez aussi que les 62%, ils collent un peu à la partie, aux gens qui sont au niveau des périphéries urbaines, qui a à peu près le même taux. C'est-à-dire on peut à peu près vendre au niveau d'Internet vers toutes les villes marocaines. Aussi, on voit qu'il y a une bonne pénétration des réseaux sociaux sur le marché marocain et qui a aussi évolué avec la pandémie, bien sûr. Donc, sur les méthodes de paiement, on a parlé de carte bancaire, mais il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est paiement à la livraison, qui marche très bien, ou des paiements par intermédiaire comme PayExpress ou Cash Plus, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est d'autres méthodes de paiement physique, en dehors des paiements électroniques. Alors, donc, passons cette introduction au niveau des paiements et des chiffres. Parlons un peu de la réalité. Donc, pourquoi en fait vendre en ligne par rapport à la vente physique? Principalement, vous voyez ici dans ce tableau, j'ai mis quelques avantages et inconvénients de chaque partie. Une boutique en ligne, en fait, la boutique physique, elle gagne en expérience client au niveau par rapport à la boutique en ligne, simplement parce que les gens préfèrent toucher et sentir les choses avant de les acheter. Ça, c'est au niveau de l'expérience client. Mais par contre, la boutique en ligne est meilleure au niveau de l'investissement initial, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de coûts que d'ouvrir une vraie boutique. Aussi, le confort d'achat et la personne, elle n'a pas besoin de se déplacer pour acheter, elle peut le faire à partir de chez elle. La boutique physique, comme on voit, bien sûr, c'est le fait que c'est immédiat, qu'on peut avoir le produit tout de suite et sortir avec. Mais c'est quelque chose, par exemple, vous voyez sur des marchés comme l'Amérique, où Amazon expérimente une livraison en une heure, par exemple. Et ça, en fait, c'est justement pour contourner ces points forts de la boutique physique. Il y a la hausse des dépenses d'infrastructure. La boutique en ligne est bien sûr beaucoup plus... on peut scaler très rapidement, c'est-à-dire vendre à 200 personnes, c'est à peu près comme vendre à 1000 personnes. Et on n'a pas besoin de plus de magasins, on n'a pas besoin de plus de choses, on a juste besoin d'ajouter un peu d'hébergement. Alors que sur la boutique physique, on a besoin de faire des plus lourds investissements pour agrandir les boutiques ou pour avoir plus de portée avoir plusieurs postes de vente un peu partout dans les villes, etc. Et la portée, bien sûr, en e-commerce, on vend partout, alors que dans le physique, on vend dans le secteur où on est. Le traitement impersonnel et la confiance, ça c'est des avantages indéniables de la boutique physique, mais c'est quelque chose qui est contournable de plus en plus, surtout au niveau de la confiance. On trouve des acteurs de confiance comme Trustpilot, si vous connaissez, ou Google Trust. C'est simplement eux qui certifient un peu les retours qu'il y a sur une boutique, par exemple, en ligne. Et ça donne un peu de confiance sur Internet. On voit d'ailleurs des augmentations de panier, en fait, si on ajoute des cibles qui ajoutent un peu cette confiance à l'Internet final. Voilà. Et la boutique en ligne, bien sûr, on peut avoir une plus grosse clientèle que sur une boutique physique. Parce que tout simplement, on peut cibler plus de tranches d'âge, plus de personnes, etc. Et faire un produit dédié pour ces personnes. Donc voilà, maintenant, si l'e-commerce a un intérêt indéniable, comment construire un projet e-commerce? Donc voilà, je vous ai mis ici un peu les étapes globales pour construire un projet e-commerce. D'abord, il faut définir votre projet.
un peu les produits que vous souhaitez vendre, etc. Réaliser après votre étude de marché, voir en fait si ce produit est vendable en ligne, tout simplement, un peu comme vous feriez pour une boutique normale. Voir en fait, aussi à qui vous vendez, qui sont les concurrents, positionnement par rapport à vos concurrents au niveau du marché, en termes de prix bien sûr, en communication et en publicité. Et à partir de votre étude de marché, vous pouvez rédiger un business plan bien sûr, où vous allez chiffrer vos besoins, que ce soit en termes de charges bien sûr, et après en estimation de marché potentiel, combien vous allez réaliser de chiffre d'affaires à partir de ça. Après, bien sûr, avoir fait votre business plan, le business plan, c'est un plan, enfin, c'est une étape préliminaire qui va vous permettre justement de faire votre stratégie e-commerce. Donc, stratégie e-commerce, c'est comment vous allez pénétrer ce marché. En fait, on va le pénétrer principalement par des outils comme la publicité, on va le pénétrer par des outils comme le positionnement sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. À partir de la stratégie, ça veut dire qu'on a des charges, on sait à peu près ce qu'on va faire pour attaquer les marchés. Du coup, on peut estimer le budget. Et avec le budget, là viendra bien sûr l'étape du financement. Alors, comment créer ma boutique en ligne? Donc, après, sur la boutique, pour la créer vraiment physiquement, enfin, en réalité, je veux dire, il faudra d'abord choisir une solution. Je vous ai mis ici quelques solutions qui existent du marché. Donc, c'est des outils, en fait, il y en a certains qui marchent par abonnement, ceux qu'il faut aussi acheter. Donc là, ici sur Shopify, en fait, c'est un système qui est populaire parce qu'il n'est pas très coûteux. Tout simplement, en fait, ça va coûter des abonnements entre 29 $ et 299 $ par mois pour mettre en place une boutique. Mais ça reste une boutique un peu basique pour faire quelques produits, par exemple, disons une cinquantaine de produits, par exemple. Et vous pouvez aussi rapidement en fait, lancer la boutique. Il n'y a pas beaucoup d'étapes en fait, pour lancer une boutique sur Shopify. Et il y a aussi pas mal de vidéos et une assistante pour le faire. Ça, c'est une solution, il n'y a pas beaucoup de développement, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de développer. Vous pouvez le faire tout seul, vous faites juste aller vous inscrire en ligne et puis vous commencez à vendre. Il y a une autre solution qui est très populaire, qui est WooCommerce. Elle est basée sur une solution qu'on appelle WordPress. C'est un logiciel aussi en ligne. Par contre, pour ce type de solution, normalement, vous aurez besoin d'un développeur. Et c'est là où on rentre avec comment choisir un prestataire justement de développement. On va en parler par la suite. Donc, WooCommerce, c'est une solution aussi qui n'est pas chère, qui vous permet aussi de lancer rapidement votre site e-commerce. Elle vous permet de faire plus de choses que Shopify. C'est en termes de personnalisation de fonctionnalités. Et aussi, vous pouvez faire du sur-mesure. Par exemple, si vous voulez vendre des services à la place de produits, ça aussi, c'est quelque chose que des gens veulent. Sur WooCommerce, c'est plus possible que sur Shopify. Parce que justement, pour adapter le circuit e-commerce, le développer sur mesure, selon la personne. Il m'est arrivé déjà, j'ai des avocats en fait, qui me demandent justement des services de conseil en ligne, des choses du genre, ou des juristes, par exemple, où ça, c'est pas vraiment faisable avec Shopify, mais du coup, on l'a fait sur WooCommerce. C'est un exemple. Il y a Magento, donc ça c'est un autre type de solution, mais c'est une solution un peu plus pour une structure PME+. PME, je dirais 50 personnes environ. Pourquoi? Parce que en fait, elle permet de gérer beaucoup de produits. Pour info, Magento, c'est la solution e-commerce phare du marché. C'est la première solution mondiale au niveau des solutions e-commerce open source. Et vous permet aussi de gérer, par exemple, disons 100 000 produits, par exemple, dans le même site, et d'avoir des expéditions avec plusieurs livreurs, de pouvoir expédier avec différentes méthodes de livraison, avoir le suivi de SMS, de mails, etc. Un peu tout le circuit standard que vous connaissez d'un site e-commerce. Il y a plusieurs grosses références qui travaillent sur Magento, et Magento, c'est un produit Adobe. Donc voilà, donc ça c'est trois solutions que je vous ai données. Chacune se fait à une taille différente et utilisée plutôt à une taille différente. Donc voilà, maintenant l'autre étape pour créer la boutique en ligne, c'est à part le choix de la solution, c'est de rédiger le cahier des charges. Donc le cahier des charges permet à vous et développeurs boutique de comprendre le projet. En gros, le cahier des charges, c'est un peu le document pilote pour le business et aussi pour le technique, pour bien en fait pour bien définir en fait comment va être votre projet, que ce soit en termes de design, ce qu'il y aura comme fonctionnalité à l'intérieur, ce que vous allez vendre comme produit, ce genre de choses.
Donc, les principales étapes pour rédiger un cahier des charges, pour info, c'est le document le plus important que vous aurez à créer si jamais vous voulez faire un site e-commerce. Il faudra d'abord parler du contexte du projet, donc l'objectif du projet, les cibles de votre site, l'organisation de votre activité, aussi un rétro-planning pour savoir quand est-ce que vous pouvez lancer, vous voulez lancer, selon aussi vos autres actions marketing qui vont arriver. L'identité visuelle, qui est une partie très importante, donc, parce qu'elle s'adresse à l'expérience utilisateur sur votre site. Donc, ce que les gens vont voir, sur quoi ils vont cliquer, pourquoi ils vont cliquer ici, pas là, c'est ce genre de choses. Après, on va parler des spécificités techniques. Donc, les spécificités techniques, dans le cahier des charges, on va parler de la solution. Par exemple, celle qu'on a vue en haut ou d'autres. Le choix des fonctionnalités, l'hébergement, par exemple, que vous souhaitez avoir, les solutions de paiement que vous souhaitez avoir. Ça, c'est des choses qu'il y a aussi dans le cahier des charges. Après, on va parler aussi du contenu de boutique. Ça, c'est une étape importante parce qu'elle permet un peu de structurer à quoi il va ressembler. Donc là, on va parler de l'arborescence du site. Donc, par exemple, dans un site, je vais vous donner un site que vous connaissez peut-être, c'est Jumia. Par exemple, on va dire qu'il y a toutes les catégories principales du site, puis ses sous-catégories, etc. Ça, c'est l'arborescence. Le header of footer, c'est le haut et le bas du site qui accompagne tout le temps en fait, le visiteur. Ça, c'est pour la partie branding. Et les catégories, fiches produits, un peu ce qu'on veut à l'intérieur, etc. À quoi ça va ressembler chez nous. La page panier, par exemple, comment ça va être. Bon, ça, c'est quelques exemples, mais on peut aller, bien sûr, selon notre activité, selon ce qu'on veut. La stratégie marketing, donc bien sûr, donc ça, la stratégie marketing, c'est comment on va se prendre des parts de marché un peu sur Internet. On y arrive avec ce qu'on appelle le référencement naturel de SEO, qu'on va voir, qu'on va parler dans une prochaine session. Il y a aussi le SEA, qu'on appelle le référencement payant. Donc, le référencement payant, c'est tout simplement, on va avoir des publicités sur Google, par exemple, ou des publicités sur Facebook, ce genre de choses. Il y a les réseaux sociaux, les places de marché, par exemple. Places de marché, ça va être comme Jumia, on peut décider dans notre stratégie marketing de vendre sur Jumia en parallèle sur notre site web. Et je connais des boutiques qui font que de la vente sur place de marché et qui ont leur site web juste pour exporter justement ces produits et gérer les commandes qui viennent des places de marché. Mais qui vendent que sur des places de marché, une quinzaine de places de marché comme Amazon, par exemple, sur places de marché, eBay, ce genre de choses. Et ça aussi, c'est une stratégie de marketing très valable et qui marche pour beaucoup de sites. Et puis, bien sûr, la partie analytics, donc les statistiques. C'est avec ça qu'on pilote après notre site sur le long terme. Voilà. Donc, ça, c'est les étapes pour rédiger le cahier des charges. Donc, maintenant qu'on a rédigé notre cahier des charges, on sait à peu près la partie qu'on veut utiliser, on a besoin de choisir un prestataire pour le réaliser. Donc, ici, je vous ai mis quelques critères pour choisir un prestataire. Donc, bien sûr, il y a le prix. Il y a aussi les conditions de règlement, le délai de livraison prestataire, les solutions en fait, que maîtrise le prestataire. Est-ce que c'est votre solution que vous avez choisie, est-ce qu'elle est maîtrisée par le prestataire? Et il se peut que vous n'ayez pas de choix de solution à cette étape et que le prestataire soit là pour vous conseiller. Mais la solution, c'est une partie importante. Les références des prestataires, bien sûr, voir un peu ce qu'il a fait, etc. L'expertise, est-ce qu'il a une expertise qui dépasse juste le développement? Est-ce qu'il aura une expertise aussi sur le métier d'e-commerce qui pourra vous accompagner sur le long terme? La viabilité, bien sûr, et les sécurités des prestataires. Il ne faudrait pas, bien sûr, prendre des prestataires qui ont réputation, bien sûr, de partager les données que vous leur donnez avec d'autres personnes, parce que ça reste un peu votre business plan. Donc, vous ne voulez pas que ça se retrouve un peu partout. Donc, voilà. Et n'hésitez, comme je vous ai dit ici sur la présentation, n'hésitez pas à constituer une grille de comparaison qui vous permettra de bien comparer vos offres de prestations selon les critères qui vous semblent les plus importants. Voilà. Donc après, il n'y a pas que le développement, il y a aussi l'hébergement. Donc l'hébergement, donc notre site web, en fait, après l'avoir développé et créé notre solution, on a besoin de l'héberger quelque part. L'hébergement, en fait, c'est comme un ordinateur où on installe un logiciel. C'est juste qu'à la place du logiciel, ça va être un site web. Donc, et en fait, ce site web, comme pour un logiciel, plus le PC il est puissant, plus le logiciel est rapide. C'est la même chose pour un site web. Plus la machine que vous prenez ou l'hébergement que vous prenez est bon,
plus il sera rapide et plus vous pouvez mettre la sécurité adaptée. Bien sûr, on ne va pas prendre la machine pour gérer je sais pas, les transactions bancaires pour faire un site e-commerce parce que c'est une machine très très surdimensionnée. Mais il nous faut en fait un bon choix en fait pour l'hébergement en termes de prix justement avec ce qu'on a besoin, capacité d'hébergement sur le long terme ou au moyen terme, la qualité de l'hébergement. Vous avez dû entendre parler d'OVH qui c'est un hébergeur qui a brûlé il y a 2 jours, il y a eu un incendie, j'ai brûlé, mais il y a eu un incendie il y a 2 jours à Strasbourg et où plusieurs sites dans le monde en fait sont en état parce qu'il y a eu cet incendie. Ça, par exemple, c'est un des critères, parce que justement, il faudrait que ce soit un hébergeur sécurisé. Ou au moins, s'il n'y a jamais une sécurité à 100%, au moins d'avoir des plans B. Donc ça, c'est une des stratégies justement pour le choix de l'hébergeur. Et bien sûr, voilà, on parle de la qualité, de mise en place de SSL, ça c'est un petit détail pour la sécurité. Donc voilà, et la même chose que pour les prestataires normaux, n'hésitez pas à constituer ces grilles de comparaison qui vous permettra de comparer vos offres en termes de prix, de sécurité, de qualité, etc. Donc voilà. Donc on va parler rapidement des conditions légales à respecter. Les conditions légales à respecter au Maroc sont tout simplement les mêmes en fait, conditions qu'il y a dans le circuit standard, c'est-à-dire en termes de droits du consommateur, avec les délais de rétractation, etc. Après, ce qu'on essaie de faire sur l'e-commerce, c'est que s'il y a des conditions particulières de vente à avoir sur un site, il faudrait les afficher sur le site. C'est pour ça, au fait, que quand vous êtes sur l'étape d'achat dans un site e-commerce, vous avez toujours besoin de cocher une petite case pour accepter les conditions générales de vente. Et c'est le cas, en fait, comme vous accepterez les conditions d'utilisation de vos données par Facebook, il faudrait aussi que vous acceptiez les conditions de vente d'un site. On va dire, par exemple, un exemple pour Jumia, par exemple, les conditions, en fait, il faut accepter le fait qu'il va vous livrer parfois en retard, parfois en avance, et aussi que le contrat il est fait on behalf, c'est-à-dire au lieu des gens qui vendent sur Jumia, parce que Jumia c'est une place de marketplace, ils ne stockent pas tous les produits, mais on va trouver parfois en fait, des gens qui vont vendre sur Jumia, et les conditions de vente, en fait, ils sont à respecter par le prestataire qui va envoyer, pas Jumia. Et tout ça, en fait, vous l'acceptez quand vous cochez cette case. Et en fait, il faudrait que ce soit justement sur votre site. Comme ça, l'utilisateur, il sait finalement à quoi il s'attend. À quoi s'attendre, que ce soit en termes de livraison, d'annulation de commande, des conditions justement pour le traitement d'une commande sur un site, et aussi les conditions de retour, bien sûr. Donc ça, c'est à peu près les conditions légales à respecter. C'est à peu près la même chose que sur le circuit physique, avec quelques étapes qu'il faudrait mettre en plus pour faire valider la chose. Donc voilà. Après, on va parler de logistique. Donc sur la logistique au niveau du e-commerce, c'est pour info le nerf de la guerre. En fait, dès qu'on a lancé notre site e-commerce et qu'on commence à avoir des commandes, vous allez voir en fait que vous allez avoir, plus le volume de commandes, enfin, une stratégie marketing réussie, plus on va avoir de volume de commandes. Et vu qu'on va avoir plus de volume de commandes, il faudra traiter justement ces commandes. Et là, on aura le nerf de la guerre en fait, d'e-commerce, ça va être la logistique. Et comment on va justement, par exemple, si vous vendez 1000 produits, vous n'avez peut-être pas en stock, vous avez peut-être la moitié du catalogue qui est en stock et l'autre moitié qui n'y est pas. Et il faudrait avoir justement une bonne stratégie de vente, c'est-à-dire, par exemple, si vous vendez des produits hors stock qui sont disponibles dans 3 semaines, il faudrait avoir un système de commande automatique des stocks chez le fournisseur, enfin, dès que ça descend un seuil, par exemple. Et il faut aussi avoir une gestion en interne, enfin, dans un endroit propre, que votre stock soit stocké dans un endroit propre, bien entretenu, pour éviter des pertes de produits liées à l'usure, les erreurs de manipulation. On va dire, par exemple, quelqu'un qui vend des cahiers, par exemple, il ne faudrait pas qu'il stocke, bien sûr, ses cahiers dans un endroit humide, des choses du genre, comme ça, il ne faut pas perdre son stock. Ça, c'est les mêmes règles, le fait qui s'appliquent pour le système standard que pour l'e-commerce. Pour la vente standard, je veux dire, et l'e-commerce. Après, il y a aussi la gestion des expéditions. Donc, les expéditions doivent être préparées à l'endroit le plus proche des stocks pour éviter, bien sûr, les contraintes de temps et de détérioration des produits colis.
Par exemple, si on va avoir notre rack pour stocker nos produits dans un endroit, on va essayer d'avoir l'endroit où on expédie les colis assez proches de justement là où c'est géré, bien sûr à la mesure du possible. Si vous avez des racks à perte de vue, il faudrait juste avoir un bon système de circulation à l'intérieur du dépôt. Et avec ça, en fait, on a une gestion des expéditions qui est fluide. Et aussi, bien sûr, il faut avoir les bons prestataires d'expédition. On distingue sur le marché marocain, par exemple, des acteurs comme M1 ou comme Aramex, qui est un entrant qui arrive en force dernièrement, parce qu'il a une offre, par exemple, qui est plus adaptée à l'e-commerce, parce qu'on peut utiliser techniquement ce qu'on appelle des API. Donc, c'est un système où on peut se connecter à distance aussi, à Ramex et générer des étiquettes, par exemple, faire les suivis du colis, etc. Voilà, là où MNA ne fait pas forcément ça. Donc, ça, par exemple, c'est un avantage pour travailler avec ce genre de société d'expédition. Donc voilà, donc ça par exemple, le système de gestion d'expédition, c'est justement un critère important. Et nous conseillons d'opter pour un système d'enlèvement avec votre transporteur, c'est-à-dire il vient chaque jour, par exemple à 13h, il vient prendre les commandes du jour et le lendemain, il revient prendre les commandes de lendemain, etc. Chaque jour, comme ça, pour traitement, par exemple, des livraisons. La gestion des retours. Donc, la gestion des retours, c'est aussi un point important parce que justement, il se peut qu'il y ait une mauvaise on a expédié le mauvais produit, ou il se peut qu'il y ait tout simplement un retour parce que le client n'a pas accepté le fait de payer dans le cas du paiement à la livraison, où les gens paient après. Donc, il faut avoir une bonne gestion de ces retours, c'est-à-dire en entrée de votre stock, de façon en fait à ce que quand on entrée, qu'il y ait le retour qui est consigné, savoir pourquoi il y a eu un retour, etc. Et ça se fait souvent au niveau de la logistique. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, que les colis, en fait, sont gérés en retour. Donc voilà. J'ai essayé d'être plus clair justement sur cette partie, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est le nerf de la guerre. Il y a d'autres parties aussi qui sont intéressantes que je souhaiterais discuter pendant la partie logistique. C'est il y a une autre méthode au fait pour vendre d'e-commerce à part stocker, c'est tout simplement de vendre en flux tendu. Donc en flux tendu, c'est-à-dire on va pas disposer du produit dans le stock, mais on va le prendre par exemple directement de chez le fournisseur et quand on a un commande directement. Je vais m'expliquer, je vous donne un exemple. Disons que moi, par exemple, j'ai une boutique e-commerce et je vends des produits de décoration et de maison, de la literie, par exemple, ce genre de choses. Et moi, par exemple, sur les lits, je peux, par exemple, faire un contrat avec Siemens ou avec Richemont, avec des acteurs comme ça, au niveau de la literie, et faire vu qu'eux, ils fabriquent à la demande, donc moi, je peux faire un système avec eux. Si j'ai une commande, je commande chez eux, et eux me livrent, et après, moi, je livre. Ou je peux faire aussi un autre système, je peux leur dire, vous livrez directement le client final, en marque blanche, avec ma marque, etc. Ça, c'est une des méthodes au fait, qui marche très bien. D'ailleurs, ça, c'est aussi, vous avez dû entendre parler de la notion de dropshipping. Du dropshipping, en fait, ça, c'est un modèle qui est proche à ce que je viens de vous dire de flux tendu, mais ça va être tout simplement, on va déposer nos produits, pas chez nous, mais on va les déposer dans ce qu'on appelle un gestionnaire de stock. Par exemple, il y a Jumia qui est en train de le proposer. On peut, par exemple, si vous êtes une boutique, vous pouvez mettre votre stock chez Jumia, vous payez un prix à la journée. En fait, par exemple, il me semble que c'était genre 1 dirham ou 2 dirhams par jour. Et eux, ils stockent pour vous. Et à chaque fois que vous avez une commande, Jumia s'occupe de l'expédier directement. Et comme ça, en fait, vous n'avez pas en fait, besoin de rien faire au niveau de la logistique. Vous pouvez décentraliser toute cette partie à des sociétés comme Jumia. Il n'y a pas que Jumia d'ailleurs qui le fait, il y a d'autres sociétés qui le font. Et aussi, bien sûr, il y a le dropshipping classique qui est connu, c'est celui avec les Chinois, par exemple, Alibaba, c'est un modèle qui marche beaucoup à l'international, pour le Maroc un peu moins.
Mais ça va être, par exemple, je peux faire un site de vente d'accessoires de décoration et je fais un contrat tout simplement avec un fournisseur en Chine qui va livrer directement le client en Europe directement en fait avec ma marque, etc., sur le packaging, etc. Et ça va être pas visible par le client final, finalement, qui va recevoir son colis. Et moi, mon travail, en tant que site e-commerce, va être juste de prendre la commande. Ça, c'est un modèle aussi qui marche et qui marche à l'étranger. Il y a des sociétés marocaines qui le font pour des clients, pour des sites étrangers et ça marche pas mal, surtout au niveau de l'artisanat. Donc voilà, donc ça c'était pour le dropshipping. Je pense avoir fait le tour de ma présentation. Je vous invite maintenant à passer à l'étape questions-réponses si vous avez des questions. Merci beaucoup. Super, merci Monsieur Goubien. Alors maintenant, nous passons à la partie Q&A. Nous avons déjà quelques questions des participants, mais je vous invite encore une fois de poser vos questions dans le chat ou bien de cliquer sur la petite main pour prendre la parole directement et poser votre question directement à Monsieur Goubien. Sinon, nous allons déjà commencer avec les questions qui sont déjà là. Alors, la première question, c'est si on n'a jamais eu une boutique e-commerce et on n'a pas d'expérience dans cela, où commencer? Quels sont les premiers pas qu'on devrait prendre? Alors, moi, je dirais que le premier pas, au fait, pour commencer, ça va être justement le projet. Définir, en fait, c'est quoi votre projet e-commerce. Enfin, c'est les étapes de montage du projet de départ. Réaliser l'étude de marché business plan. Après, si vous avez déjà cette partie de prête, c'est-à-dire vous savez à peu près ce que vous voulez investir, comment vous allez, ce que vous allez vendre sur votre site, etc. Alors, vous pouvez passer au fait directement à l'étape cahier des charges. Et à l'étape cahier des charges, en fait, on va tout simplement décrire notre projet. Et après avoir décrit notre projet, un peu, au moins le contexte, au moins cette étape contexte du projet, quand on parle du contexte du projet, on peut commencer à contacter au fait des prestataires. Donc des prestataires, eux, je vous conseille des prestataires dans l'e-commerce principalement, et qui vont en fait vous accompagner par la suite sur l'étape de la création de la boutique e-commerce, mais pas que. Ils peuvent vous accompagner aussi par la suite. C'est-à-dire quelles sont les étapes à faire. Par exemple, vous devez, eux, avec leur expérience des agences de commerce, ils peuvent vous orienter à ce qu'il faut faire par la suite, justement, après avoir disposé d'une boutique. Mais principalement, tout est question de produits que vous souhaitez vendre, comment vous allez les vendre, et c'est-à-dire les expéditions, toute la partie logistique dont on a parlé, et puis voilà. Après, le cahier des charges, en fait, ça va très vite. Mais dès que vous avez un cahier des charges qui est clair, vous savez vers quoi vous orienter, ça va aller très vite. Sinon, il y a aussi des consultants e-commerce comme moi qui peuvent vous aider de A à Z sur tout le processus. Ok, super, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à contacter Monsieur Goubien si vous souhaitez avoir plus de Il y a conseils. d'autres, il n'y a pas que moi, bien sûr. Alors, une autre question, c'est concernant le type, genre l'effort et le prix qu'on doit consacrer si on veut créer une boutique numérique. Alors, quel est environ peut-être le temps de travail qu'on devrait consacrer et quel est environ le prix pour mettre en place une boutique e-commerce? Ok. Alors, le prix, en fait, ça va dépendre grandement de ce que vous allez, de combien de produits vous avez, du marché au fait cible, si vous targetez juste le Maroc ou ça va être à l'étranger, et aussi la population cible. Par exemple, moi, il arrive au fait que je conseille de ne pas prendre de site e-commerce pour info, parce que tout simplement, la cible, en fait, n'est pas dans le modèle urbain dont je vous ai parlé au départ, mais qui sont plus, par exemple, sur des réseaux sociaux. Et là, en fait, on fait de l'e-commerce à travers les réseaux sociaux. C'est même pas à travers une boutique. On peut vendre sur les réseaux sociaux. Je pense que vous faites tous partie de quelques groupes sur Facebook, des choses du genre. Et vous voyez aussi qu'il y a des gens qui vendent souvent sur Facebook. Et pour info, derrière, parfois, c'est des sociétés. Ça, par exemple, c'est niveau 1, mais par exemple, quand votre projet, c'est un
produits vendables en ligne très facilement. Enfin, je vais donner des exemples comme les meubles, on va dire comme les produits de décoration, les produits de nourriture, enfin, l'alimentation, bien sûr, ça marche à tous les coups, ce genre de choses. Donc, je m'éparpille un peu, désolé, mais en tout cas, si vous avez, c'est souvent selon le nombre de produits que vous souhaitez vendre. Et derrière, ce que vous avez comme système. Donc, le site e-commerce, par exemple, je vais dire un exemple de Kikea, c'est pas le site e-commerce de la boutique du coin. Eux, ils ont beaucoup plus de références, ils ont un système informatique en place, etc. Eux, on va leur conseiller un Magento. Mais sur la boutique du coin, par exemple, qui vont avoir une centaine de références, eux, on pourra les conseiller un WordPress. Les ordres de prix, par exemple, sur un WordPress peuvent être même de 20 000, c'est sur des petites boutiques, mais qui peuvent atteindre justement 100 000, 120 000 sur des grosses boutiques. Magento, lui, par contre, c'est un peu plus cher parce que c'est un système qui est beaucoup plus lourd. Là, on est plus sur des ordres de prix à partir de 50 000 dirhams jusqu'à, ça peut atteindre 300, 500 000 dirhams. Et ça dépend vraiment du contexte parce qu'il y a de ce qu'il y a développé derrière. Il se peut par exemple, qu'on ait besoin de synchroniser le site e-commerce avec un outil de gestion des stocks en interne. Il se peut qu'on ait en fait besoin de se synchroniser avec les fournisseurs à l'étranger, des choses du genre, avec leur système informatique, ce genre de choses. Et plus on va dans le spécifique, plus ça devient compliqué. Il y a aussi des sites e-commerce où il n'y a pas qu'un seul site. Derrière, en fait, sur une même administration, par exemple Magento, il vous permet de gérer plusieurs sites sur le même outil, sur la même administration. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, je vais donner un exemple, j'ai un client qui vend des tapis en Europe, bien sûr. Alors, ce client, par exemple, a 5 boutiques de tapis. Et 5 boutiques, chacune, elle attaque une partie de la population cible. Par exemple, il va avoir son site principal qui vend un peu tous les sites, tous les tapis qu'il a, et il va avoir un site dédié aux enfants, tapis enfants par exemple. Et un autre site qui va être du low cost, sur des tapis de moins de 20 euros, par exemple, ou de 30 euros. Et chacun, en fait, il a une cible particulière, et son objectif final, c'est de prendre un peu tout le marché européen. D'ailleurs, c'est le premier site de vente de tapis en Europe. Et justement, pour vous donner un exemple de ce qui est possible de faire. Mais ça dépend, les prix évoluent souvent selon les fonctionnalités qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre site et vers quoi on veut tendre. Et merci. Voilà. C'est la première chose qu'on apprend aussi dans le management. Ça dépend. Ça dépend toujours des différents. Ça dépend toujours des différents facteurs. Alors, super. La prochaine question, ça concerne en fait le paiement en ligne. Alors, comment mettre en place un paiement en ligne? Et pouvez-vous nous donner quelques noms de plateformes et quelques conseils, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, pour le paiement en ligne, on peut le réaliser bien sûr au Maroc avec le prestataire CMI, c'est le prestataire national pour toutes les transactions électroniques. Donc, CMI, ils ont une offre à peu près standard, c'est-à-dire on peut faire des paiements par carte, on peut faire des paiements par carte internationale et nationale, les deux. On peut aussi faire des remboursements via leur administration, ce genre de choses. Ça reste un peu l'offre basique, standard. Il y a d'autres concurrents à CMI qui commencent à intégrer le marché du paiement en ligne. Il y a Naps, si vous connaissez. D'ailleurs, certainement, vous avez dû le voir en boutique, en magasin réel, quand vous payez par carte. En fait, il y a des systèmes de cartes tactiles. Souvent, en fait, c'est Naps derrière. Eux, en fait, ils ont un peu plus de fonctionnalités en fait, techniques, qui sont plus techniques en fait, que de votre point de vue, en fait, d'un point de vue business, et qui nous permettent de faire plus de choses. Par exemple, eux, ils offrent le paiement en plusieurs fois. On peut faire un contrat avec Naps en fait, et disposer d'un paiement plusieurs fois par carte. Par exemple, ça, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas dans CMI. Là, je parle jusqu'à maintenant des paiements par carte, mais il n'y a pas que ça comme paiement électronique. Les paiements par carte, c'est un des paiements électroniques. Il y a aussi, bien sûr, il y a une nouvelle naissance avec le paiement mobile qui est en train d'être promu par la banque du Maroc.
Banque du Maghreb, pardon, par Banque du Maghreb, et ça, en fait, c'est aussi une méthode de paiement qui va arriver peut-être dans les 2 années à venir. On est encore en train de surveiller le taux de pénétration du mobile sur le marché marocain pour que les gens commencent à utiliser leur téléphone comme méthode de paiement, mais ça peut être interfaçable sur le site aussi pour le futur. Il y a aussi des méthodes comme Cash Plus ou Tsihilat, où là, en fait, ils disposent d'un moyen en fait, pour se synchroniser avec un site e-commerce. Et par exemple, on va dire, à la place de faire du paiement à la livraison, on peut faire un paiement Cash Plus. Donc, ça veut dire qu'après avoir passé notre commande, sa commande, l'Internet, il va aller chez Cash Plus, donner la référence de sa commande et payer. Et après, vous serez notifié, le site il sera notifié automatiquement et activera sa commande sans qu'il y ait même de besoin d'intervention manuelle de votre part. Ça, par exemple, c'est Cash Plus. Chacun, ils ont un taux pour info ils prennent des pourcentages sur vos transactions. CMI de mémoire, c'était de 2%. Mais par exemple, Cash Plus, ça va être de 3,5, il me semble, de mémoire. Il faudra vérifier, bien sûr, ces chiffres avec le commercial, parce que chacun il négocie au fait son chiffre avec son commercial. Et il reste bien sûr la méthode qui aussi l'une des méthodes les plus populaires, c'est le paiement à la livraison, parce que le client, l'internaute au Maroc, il fait beaucoup confiance à cette méthode. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, la prochaine question, en fait, c'est alors l'e-commerce, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau du gouvernement et douane par rapport aux ventes en ligne, alors du Maroc à l'étranger? Du Maroc à l'étranger, les restrictions vont être dans les autres pays, mais le Maroc ne crée pas de barrière à l'export. C'est-à-dire à ce niveau, vous pouvez être tranquille. Il y a plusieurs activités qui fonctionnent en ligne. En fait, avant que l'e-commerce pénètre au Maroc, les Marocains vendaient dans l'e-commerce à l'étranger. Donc, il n'y a pas, à l'export, il n'y a pas de restriction. J'ai jamais vu de restriction de blocage à ce niveau. Par contre, il se peut que vous, marché cible, vous faites des restrictions, mais tant que vous restez dans le cercle, disons, classique, c'est-à-dire parce que le Maroc a signé plusieurs conventions justement de commerce traditionnel avec des pays comme les États-Unis, l'Union européenne par exemple, où on peut exporter facilement et tant que fait, le produit respecte les normes de l'Union européenne par exemple des États-Unis, les produits passent sans problème. Merci. Nous avons une autre question qui est liée à ça aussi. Alors, est-ce que vous pouvez indiquer des fournisseurs dropshipping au Maroc qui livrent vers l'étranger? Ah, c'est une très bonne question. La vérité, j'en connais pas encore, mais je pourrais trouver l'information par la suite. Mais j'en connais pas. Ok, ça marche super. Je connais Après, par contre des acteurs dropshipping à l'étranger. Par exemple, j'ai un client en fait qui fait ça, mais par exemple, il a pris en fait son centre logistique en Europe. Donc, par exemple, il va faire un contrat avec une société en Allemagne ou en France, par exemple, qui va gérer justement ces produits. Il va les stocker chez eux. Et eux, ils ont un contrat en fait de façon à ce qu'ils expédient directement dès qu'ils reçoivent une commande par mail. Donc le site, par exemple, on va dire, après avoir que l'internaute ait pris sa commande sur le site, la commande est faite et il est envoyée en copie vers la société de dropshipping, qui, elle, au fait, elle va prendre le colis, il va prendre le produit dans le rack de stock. Il a un système de stockage bien fait, bien huilé, et ils vont faire le colis, ils vont l'expédier au client final en marque blanche, sans que les clients sachent que c'est venu au fait de France, par exemple. Donc ça, c'est la méthode qui est la plus classique à partir du Maroc, que je connais. Ok, super. Voilà. Et une autre aussi concernant l'international. Alors, est-ce qu'il y a une plateforme de paiement à l'international valable pour les résidents au Maroc? Alors, l'équivalent de Stripe, par exemple. Ah, l'équivalent de Stripe. Malheureusement, il n'y a pas d'équivalent de Stripe au Maroc. On a déjà du mal à intégrer aussi PayPal au Maroc. Bon, donc je dirais non, actuellement. Okay. Mais ça va peut-être venir. Pour info, juste, je vais peut-être m'écarter du sujet, mais pour info, pour tout ce qui est transaction de paiement, c'est juste une histoire en fait de signature d'accords financiers
avec les places financières mondiales. C'est pour ça en fait, que nous, on a des blocages à ce niveau. En fait, quand le marché sera libre au niveau financier, en fait, nous, on pourra être libre par la suite. Comme c'est le cas, par exemple, à Dubaï, en Malaisie, par exemple. Où eux, ils peuvent payer sans problème, ils peuvent utiliser le service comme ça. Mhm. Ok, très bien. Je vais voir si on a encore d'autres questions. Alors voilà, il y a une. Attendez, alors, comment se démarquer des autres sites de e-commerce? Sur quel aspect mettre l'accent? Comment se démarquer? C'est une bonne question. La vérité, au fait, pour se démarquer des autres sites, je privilégierais toujours de partir de l'Internet. Euh, D'essayer de voir en fait les produits, de les coller le mieux à ce que veut en fait ce que veut le client final. Et quand vous allez faire en fait votre étude de marché pour comparer avec d'autres sites, c'est là en fait vous pouvez voir un peu les failles des autres et d'en faire vos forces. Je vais m'expliquer un peu avec des exemples. Donc, disons que, par exemple, je vais prendre, par exemple, Jumia. C'est une place de marché qui attaque un peu tous les segments. C'est pour ça que je vais me baser dessus. Donc, disons que vous voulez concurrencer, par exemple, Jumia sur les téléphones portables. Disons, c'est un truc qui marche très, très bien chez Jumia. Euh, donc, si vous voulez, par exemple, vendre un téléphone portable en ligne, et du coup, directement, en fait, nos plus gros concurrents, ça va être Jumia, ça va être des sites comme Uno.ma, des choses du genre. Donc, on va essayer d'abord de faire une étude, voir un peu comment eux, ils s'adressent à l'utilisateur, et voir en fait que vous autant qu'acheteur téléphone, vous prenez ce rôle un peu dans votre tête et vous essayez de voir en fait ce que vous n'arrivez pas à avoir sur Jumia, ce que vous n'avez pas à avoir par exemple sur Uno, etc. Et faire une liste avec ça. Et ce qui vous manque au fait à chaque partie, vous pouvez faire une liste, voir en fait quels sont les points les plus importants pour vous en tant qu'acheteur. Vous prenez toujours le rôle d'acheteur et vous essayez de faire une petite liste. Après, avec ça, vous essayez de transformer cette liste en expérience utilisateur. Donc, disons, par exemple, ben, Jumia, je vais donner un exemple qui sort du lot, mais disons que, par exemple, Jumia et Uno.ma, ils sont très bons sur Internet, tout ça, mais ils n'ont pas, par exemple, de canal de vente WhatsApp. Et disons que le canal de vente WhatsApp, il va vous permettre d'accéder à un autre type de population qui ne va pas sur les sites Internet. Disons les grandes personnes. Les personnes qui dépassent 60 ans, c'est des gens qui sont utilisateurs d'Internet, mais pas au mode classique, c'est-à-dire boutique e-commerce, etc. Eux, ils peuvent, en fait, on va créer tout ce qu'on appelle des chatbots, par exemple. Je vous donne une idée au pif. Un chatbot, c'est un robot qui discute avec vous. Par exemple, on va créer pour ces personnes un robot sur WhatsApp qui va fonctionner par bouton. Par exemple, je veux acheter tel produit, etc. Et WhatsApp, directement, il va prendre la commande, il va faire la transaction et, euh, et faire livrer le produit. Par exemple, ça, c'est une manière un peu atypique de contourner un peu carrément les sites web pour attaquer via notre canal. Parce que tout simplement, on n'arrive pas à concurrencer facilement les autres sur le créneau. Et dès qu'on a assez de chiffre d'affaires sur cette activité WhatsApp, là, on pourra les attaquer sur nos créneaux, par exemple. On va faire un joli site, etc., et avec beaucoup de pubs, parce qu'on a déjà un peu de chiffre d'affaires pour les attaquer d'un point de vue marketing. Parce que après, la bataille va être marketing plus que technique. Ça sera des pubs, un coup de pub, la bataille. Voilà. Ok, Je ne sais pas si ça super. répond à la question. Si vous avez Je besoin de pense plus de oui. détails, n'hésitez pas. Je Ok, pense oui. parfait. C'est vraiment des détails qui peuvent tout changer. Alors, nous avons une autre question en fait sur le service après-vente. Alors, et comment résoudre les problèmes de service après-vente pour les boutiques électroniques. Alors, comme par exemple un retour des articles incertains ou l'absence des factures chez certains, ou peut-être un retour de produits qui qui ont été cassés ou qui ne sont pas dans un bon état. Excusez-moi, Isabella, j'ai perdu une partie de la question au début. J'ai entendu Oui, juste la fin. alors, oui. Alors c'est comment gérer les problèmes de service après-vente pour les boutiques électroniques.
Je pense que c'est ça Ah, que le service après-vente. le monsieur aimerait savoir. Oui, bien sûr. Par exemple, le retour des articles incertains, que c'est incertain. Ok. En général, en fait, par rapport, je vais parler de plusieurs cas de figure. Le service après-vente, bien sûr, c'est l'une des étapes les plus importantes dans le circuit. C'est que après, en fait, c'est la gestion de la satisfaction de un. D'abord, pour les retours en fait, des gens qui ne sont pas satisfaits, tout simplement. Et aussi, il y a la gestion des gens qui ne sont pas sérieux. Ça aussi, c'est un autre cas. Et aussi, bien sûr, la partie en fait, qui est due à des retours pour fausses adresses ou des choses du genre. Donc, en général, on va s'adresser à ces problématiques différemment. On va créer, par exemple, soit un service après-vente si on a les moyens, ou si on n'a pas les moyens, on peut juste créer des procédures d'après-vente, de service après-vente, je veux dire. On va d'abord créer des règles claires au niveau du site, au niveau de la rétractation, ce genre de choses, etc., pour que la personne qui va avoir un problème, qu'elle puisse d'abord régler ses problèmes sur le site sans besoin d'avoir à contacter quelqu'un. S'il a besoin de contacter quelqu'un, donc je parle des gens qui ont un problème, la première type de la population. Donc les gens qui ont un problème, ben, ils vont tout simplement vont vous contacter, ils vont vous dire tiens, je ne suis pas satisfait de tel produit ou ma livraison a tardé ou ce genre de choses. Là, on va avoir quelqu'un en fait qui doit être accessible. Les moyens les plus utilisés, en fait, c'est soit par téléphone, si vous voulez augmenter le taux de satisfaction client, parce que les gens préfèrent toujours le téléphone, ou si vous avez beaucoup de services après-vente à gérer, là, on va utiliser un système de tickets, par exemple, ou on va utiliser tout simplement un système de mail, où on va leur demander d'envoyer un mail, ou utiliser un formulaire sur le site lui-même qui va envoyer un mail, si ça reste une gestion mail. Il y a un système de gestion de tickets. On reçoit en fait la demande de l'utilisateur, etc., sur un système avec des tickets. Donc, ticket 1, ticket 2, on va le voir. Et en fait, vous allez avoir une gestion industrielle du service après-vente parce que vous allez avoir des tickets à traiter. Et les gens qui vont avoir à gérer ces problèmes, leur objectif, c'est de fermer des tickets et de les résoudre. Et d'avoir une note de satisfaction à la fin, par exemple, de 5 ou de 4. Et ça, par exemple, c'est une technique de gestion en fait, de la satisfaction. Donc, par exemple, les tickets qu'il peut y avoir, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un problème logistique, ça peut être un défaut de produit, ça peut être juste qu'il s'est trompé, il a pris le produit A à la place du produit B. Il faudrait que vous ayez en interne aussi une politique de retour. Donc, par exemple, si quelqu'un va retourner un produit, qu'est-ce qu'on est en mesure d'accepter, qu'est-ce qu'on est en mesure de refuser. Il faudrait que ces règles soient claires pour vous et pour vos clients d'abord, pour vous et pour vos équipes, pour qu'ils gèrent en fait au quotidien un peu les retours. Donc ça, c'est tout simplement la politique de service après-vente. Il y a aussi les gens en fait qui vont par exemple une méthode de paiement qui cause pas mal de retours SAV, c'est la méthode paiement à la livraison. Donc la méthode paiement à la livraison, il arrive au fait que des gens en fait passent commande, paiement à la livraison, et puis quand vous arrivez sur place, il n'y a personne. Ou quand vous arrivez sur place, c'est une fausse adresse. La personne n'a jamais rien commandé, ce genre de choses. Les gens en fait qui font et là vous perdez toujours les coûts de livraison parce que finalement le colis a été livré. Amana, Aramex, tout ça, ils ne vont pas prendre en charge la livraison, c'est à vous de la payer. Du coup, vous aurez perdu par exemple 50 dirhams si vous allez faire la livraison. Donc, avec le cumul de plusieurs livraisons de ce genre négatives, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait, les gens, enfin, les sites, ce qu'ils font au Maroc, c'est qu'ils appellent au téléphone avant, confirment la commande au téléphone, une fois la commande prise et une fois avant l'expédition de la commande. Donc, ils appellent deux fois pour s'assurer au fait que la commande elle sera honorée à la fin. On essaie bien sûr de s'assurer à 99% du temps. La personne peut toujours refuser à la livraison. Et quand on arrive à la livraison, donc là, la personne se présente avec le colis, il se peut qu'elle refuse ou qu'elle accepte. Par exemple, enfin, elle accepte, c'est le cas le plus courant, mais si elle refuse, il faudrait qu'on ait aussi une politique claire du refus. Dans quel cas, en fait, on accepte le refus, dans quel cas, on n'accepte pas. Après, tant que vous faites paiement à la livraison, vous êtes obligé aussi d'accepter, enfin, de refus. Parce que il n'y a pas de contrat clair à part sur ça. Sauf si vous le mettez après dans vos CGV et après vous retournez vers les gens. Mais je ne conseille pas. Donc ça, c'est aussi
ça fait partie du service après-vente. Et aussi, donc ça, cette méthode d'appel téléphonique et de s'assurer le client avant de l'expédier, c'est une méthode qui permet pas mal de baisser les cas de fraude. Donc voilà, ça c'est pour la gestion de service après-vente. Après, je peux toujours aller plus dans le détail, mais je pense qu'en gros, c'est à peu près ça. Je pense que c'est bon et nous sommes également arrivés à la fin de notre webinaire. Alors, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci pour répondre à toutes ces questions. Si votre question n'a pas été répondue, je vous invite à nous envoyer un email et nous allons la transférer à Monsieur Boubien. Alors, la semaine prochaine, nous allons continuer avec la thématique du Search Engine Optimization. Alors, je vous invite de vous inscrire aussi à cette prochain webinaire et au dernier qui parlera de Data Analytics. Alors, merci encore, Monsieur Boubia. Merci à tous les participants d'être venus aujourd'hui et d'avoir participé à ce premier épisode. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci à tous. Au revoir.